Merci Pierre. Bonsoir, Charles Bonsoir, Compagnon. C'était pas trop long d'attendre en coulisses? Ouh. Ça va mieux? Ça va. Bon. C'est sur votre invitation que Pierre Breteau est autour de la table ce soir. Alors déjà, pourquoi avoir voulu joindre tous les deux vos forces? C'est quoi? C'est la tête et les jambes entre vous? Alors c'est plutôt le tandem, parce que c'est l'image qu'on a pris au départ, de pédaler à deux. Donc il a commencé à pédaler, et puis on va pédaler ensemble maintenant. Et puis c'est vrai que j'avais envie que Pierre soit aussi là ce soir, parce que c'est aussi une cohérence de démarche. On a commencé, je suis allé voir Pierre il y a quelques mois en lui disant, voilà, j'ai au-delà du Carré, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, en termes associatifs, j'ai vraiment envie de m'engager plus pour la ville. J'ai vraiment envie de faire plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes en train de préparer des choses. J'avais rencontré Bruno, il l'a dit tout à l'heure. Et voilà, je me mets à disposition du projet. Qu'est-ce que je peux faire pour ce projet? Et Pierre a répondu. Ce qui est extraordinaire, c'est la modestie avec laquelle Charles s'est mis à disposition. En disant, il faut que ça change à Rennes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce manque d'ambition, cette ville qui se dégrade un petit peu sous nos yeux. Il est venu me voir plusieurs fois en disant, Pierre, on se connaît, tu es engagé en politique, qu'est-ce que je peux faire? Coller des affiches, distribuer des tracts, venir vous aider à monter des réunions, être sur la liste. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bah, rencontre des gens, discute, échange. Et petit à petit, je lui ai dit, Charles, ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, parce que tu en as l'envergure, c'est de prendre la tête de liste, de mener ce combat, et enfin, de redonner à Rennes l'envie, cette liberté d'être audacieuse, cette liberté de construire. J'ai dit, Charles, c'est toi qui dois mener le combat, parce que tu dois et tu peux être le maire de Rennes. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Si justement, Charles Compagnon, vous êtes élu demain maire de Rennes, quelle serait la première mesure que vous prendriez? La première mesure, elle concerne les mobilités. C'est la remise à plat de tout le plan de circulation de Rennes. Aujourd'hui, effectivement, les Rennais de l'intérieur ne le vivent pas totalement, mais j'ai été en exil, tu l'as rappelé. Donc, Rennes doit rayonner. J'écoutais en coulisses alors. J'écoutais en coulisses. Rennes doit rayonner au-delà du périphérique. Cette espèce de forteresse qui a été construite année après année. C'est très médiéval, Rennes au final, puisqu'on a une forteresse de voitures qui empêche les exilés de rentrer dans la ville. Donc la première des choses, c'est de faire voler tout ça, c'est de revoir le plan de circulation, c'est ces 4 lignes de tramway, c'est ces 150 km de pistes cyclables en site propre qu'on va construire avec la métropole, parce que c'est un sujet métropolitain. Voilà. La première des mesures, c'est revoir les mobilités à Rennes. En gros, vous évoquez le projet de tramway. Edmond Hervé, en son temps, avait comme projet d'une grande ambition le métro. Aujourd'hui, vous, votre grand projet, c'est le tram. C'est un projet ambitieux, rayonnant, effectivement. Le métro a cet inconvénient qu'il est rhéno-rennais. Encore une fois, ça peut paraître paradoxal qu'un amoureux de Rennes pense aux autres à l'extérieur, mais il est rhéno-rennais. Pour un Rennais comme moi, le métro, il est fantastique. Sauf qu'il a un petit inconvénient. Il bute dans la rocade et qu'il faut penser au transport extérieur parce que sinon, on ne va jamais résoudre les embouteillages de la rocade. Et je rappelle juste aux Rennais qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont là, c'est qu'il y a quelques années, on regardait Nantes et on regardait le périph' de Nantes en disant « Ouh là là, c'est chaud chez eux quand même, ils sont toujours arrêtés sur le périph'. » Quelques années plus tard, on est arrêté sur le périph'. Pierre Oui, Breteau. vous avez dit, vous parliez d'Edmond Hervé qui avait eu l'audace de faire un choix métro qui a été commenté à l'époque, etc. On ne va pas y revenir. J'étais très jeune, j'étais en 6e à l'époque. En revanche, l'audace aujourd'hui, c'est quoi? L'audace, c'est de se mettre à l'échelle de la métropole. Parce que Rennes, c'est pas une petite île toute seule. Il y a 42 communes autour dans la métropole. Et encore, il faut prendre en compte toutes les communes du pays de Rennes, voire une grande partie de l'Ille-et-Vilaine. Et donc, le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment on connecte mieux Rennes avec l'extérieur de Rennes. C'est un enjeu pour tout le pays de Rennes. C'est même un enjeu pour l'Ille-et-Vilaine. Mais c'est aussi un enjeu pour le développement et la qualité de vie à Rennes. C'est parce qu'on accédera mieux à Rennes qu'on pourra aussi apaiser le centre-ville de Rennes. Et pour faire ça, il n'y a qu'une solution technique en réalité. Emmener le métro à 7, 8, 10 km de Rennes, c'est pas possible. Ben oui, pourquoi pas le métro? Pourquoi oui, c'est une le bonne tram? question. Pourquoi pas le trambus? Pourquoi on ne continue pas avec le tendance. métro? Parce que le métro, c'est fait pour les zones très denses. C'est là que c'est intéressant. Donc sortir le métro à 7, 8, 10 km de Rennes, premièrement, c'est infinançable. C'est infinançable.
Donc j'ai bien lu qu'il y avait ces propositions dans certains programmes, mais il faut savoir que ce n'est pas réaliste. 2, ça prendrait 20 ou 25 ans, donc on n'est pas à l'échelle du problème. Et 3, surtout, ce n'est pas le bon outil dès qu'on n'est pas dans une zone très habitée, moins habitée. Le trambus, c'est du marketing. Ça existe déjà, ça s'appelle des bus Chronostar qui roulent en site propre. La seule chose, c'est qu'on cache les roues et on dit c'est un tram. Mais en fait, c'est du bus en site propre. Et donc là, cette solution-là, elle ne me paraît pas assez ambitieuse. Et donc la solution, c'est d'organiser une complémentarité entre le tramway qui vient en prolongation des lignes de métro. Et à ce moment-là, je peux dire aux gens qui habitent à Montfort, à Guères, etc., qui viennent travailler à Rennes, vous prenez votre voiture un certain temps, mais à un moment, vous allez basculer de la voiture au transport en commun. Et là, à ce moment-là, je pourrais apaiser le centre-ville de Rennes. Merci Pierre Breton pour votre intervention. Ce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas dans la salle, c'est que Charles Compagnon, vous menez la liste, vous êtes tête de liste ici pour la course à la mairie de Rennes. Pierre Breton, vous menez, évidemment en adéquation avec Charles, le projet métropolitain, et tous deux pour une alternance dans le paysage rennais et dans le paysage de Rennes Métropole. Oui, parce que c'est la première promesse que j'ai faite aux Rennais en m'engageant. Cette première promesse, c'est de leur dire, si vous m'élisez comme maire, si vous votez pour la liste libre d'agir, je resterai votre maire de Rennes. C'est-à-dire élu, je ne partirai pas à la présidence de la métropole, je serai votre maire. Parce que Rennes mérite un maire à plein temps. On va continuer à parler ensemble des mobilités, et on évoquait il y a un petit instant les bouchons, les modes alternatifs de transport que vous souhaitez aussi mettre en place. Mais est-ce qu'on pourra quand même encore circuler en voiture dans les prochaines années dans Rennes ? Alors, j'ai entendu tout à l'heure un mot pragmatisme. Je ne suis pas un idéologue, je ne suis pas un dogmatique. Donc on prend les moyens de transport adéquats par rapport à une situation donnée. Donc on ne va pas chasser la voiture par idéologie, on va permettre les conditions d'accès à la ville en mode propre. Et pour toutes les autres personnes qui ne pourraient pas le prendre, ça ne répond pas à des conditions, effectivement, on pourra toujours circuler en voiture. Ce qu'on ne fera pas, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est d'organiser des bouchons. Aujourd'hui, la politique qui est faite à Rennes, il faut que les gens le sachent, l'entendent, c'est une politique de la contrainte. Car on nous dit, si on crée des bouchons, à ce moment-là, les gens ne prendront plus leur voiture. C'est faux et entièrement faux. Il faut que les gens le sachent. Si on crée des bouchons, ce n'est pas que les gens ne prendront plus leur voiture, c'est qu'ils ne viendront plus à Rennes. Et on veut qu'ils viennent à Rennes. Alors, on l'a bien compris, visiblement les Rennais et les métropolitains et ceux qui veulent venir même de plus loin pourront venir en voiture à Rennes, même dans le centre-ville. Mais encore faut-il pouvoir se garer. Et je pense notamment au fameux dossier du parking Vilaine. C'est quoi votre position, vous, là-dessus ? Là où je rappelle, vos principales concurrentes souhaitent, dès demain presque, supprimer le parking Vilaine, qui est vraiment au plein cœur du centre-ville, à proximité de la place de la République. Là aussi, je fais une promesse solennelle aux Rennaises et aux Rennais. Tant qu'on n'aura pas trouvé l'alternative aux fonctions qui sont remplies par le parking Vilaine, on ne l'enlèvera pas. C'est-à-dire que l'enlever comme ça, d'un claquement de doigts, pour une campagne électorale, pour une promesse, pour des gages à un parti ou caution, c'est pas ma vision de la ville, c'est pas ma vision de la politique. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé à le remplacer, soit par les nouvelles mobilités qu'on mettra en place avec la métropole, soit par une autre solution de stationnement dans un environnement proche qui répond à... Parce qu'il faut quand même rappeler que ce parking n'est pas neutre. C'est la plus grosse rotation de Rennes. C'est un parking qui rapporte 1 million net à la mairie. C'est un parking qui sert au commerce, aux professions libérales, aux professions de santé qui sont autour de cette place. Il a un rôle économique, social, sociétal. Donc le supprimer par dogmatisme, c'est non. Le supprimer demain parce qu'on a l'alternative, comme je ne suis pas dogmatique, ça sera oui. On va parler un petit peu d'urbanisation maintenant avec vous, messieurs.
Et Pierre Breteau, je me tourne vers vous. C'est vrai que dans votre programme, il y a une mesure qui peut paraître un petit peu surprenante. Le but, c'est que Rennes, capitale bretonne, puis sa métropole, soit de plus en plus attractive. Mais dans le même temps, vous nous dites qu'il faut construire plus lentement. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout ça, Pierre Breteau ? Alors non, c'est pas contradictoire. Dites-moi pourquoi. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître. C'est pas contradictoire. D'abord, qu'est-ce qu'on veut... Enfin, Charles, il a construit une vision pour Rennes. Dans cette vision, cette petite pâquerette avec ses pétales, dans cette vision, il y a une Rennes qui rayonne. Donc c'est une Rennes qui assume son rôle de capitale de Bretagne. Et vouloir être capitale de Bretagne, ça veut dire qu'on ne veut pas vider la Bretagne. Et aujourd'hui, la croissance de la population de Rennes, pour une moitié, elle vient de l'extérieur de la Bretagne. Parce que le tissu économique est dynamique, le tissu culturel, associatif, etc. Très bien, et il faut le permettre. Pour l'autre moitié, elle vient de communes bretonnes. Et là, ça pose plus problème. Parce que quand on est une capitale, on renforce les villes moyennes. Et on ne les aspire pas. D'où la politique de mobilité. Alors à la fois sur le tram, mais on aurait pu aussi dire qu'on veut améliorer avec l'aide de la région Bretagne le financement du TER pour permettre des cadencements TER, c'est-à-dire de permettre à la ville de Rennes de jouer son rôle de métropole et de capitale, sans pour autant aspirer le tissu des villes petites et moyennes qui sont autour de Rennes. Et ça, c'est le point clé. Le point clé, c'est de mieux répartir finalement la croissance bretonne sur le territoire en assumant cette fonction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit construire moins, mais attention. Faut pas plus lentement. Plus lentement, voilà. Il ne faut pas qu'on caricature. Dans les objectifs que la métropole s'est donnés, or la métropole s'est donné des objectifs qui doivent être compatibles avec la maire de Rennes actuelle, me semble-t-il. Enfin, ou alors il y a une crise de schizophrénie aiguë. Les objectifs fixés, c'est 1500 logements par an. Nous, on dit OK, 1500 logements par an, on sait faire. Mais pas les 2500, les 3000 ou les 3500 qu'on voit certaines années à Rennes et qui génèrent en fait cette espèce de sentiment de chantier à ciel ouvert qu'est la ville de Rennes. C'est plus tout à fait quand même la reconstruction. Et donc, on dit qu'il faut savoir raison garder. 1500 logements par an, c'est le bon chiffre. Ça permet d'avoir un certain équilibre. Ça permet de conserver le patrimoine. Et ça permet surtout de faire de l'acceptable, c'est-à-dire du beau. Je vais revenir un peu aussi sur ce côté. Charles, vous vouliez réagir peut-être par rapport à l'urbanisation. Ouais, quand il disait faire du beau, c'est quand on aime une ville, on la défigure pas. Voilà. Aujourd'hui, pour vous, quand ça, on aime une ville, ça on la ressemble pas à défigure pas. grand-chose, Non. les constructions, c'est Ça ça ressemble à rien, clairement. Bon, ça c'est le pas mérite moi, d'être clair. c'est pas moi qui le dis. On est sur le terrain avec toute l'équipe depuis le mois d'octobre, depuis fin septembre. Dans les priorités, les gens nous sautent dessus pour nous dire sauver notre quartier. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. J'avais du soleil, j'ai plus de soleil. Mais partout, que ça soit à Jeanne d'Arc, que ça soit boulevard Rochester, que ça soit au Blône, que ça soit à Bréquigny, partout. Qu'est-ce que vous allez faire de notre ville ? Rennes est une ville de quartier. Respectons ces quartiers. Vous me parliez, quand on préparait un petit peu ce meeting ensemble, de patchwork. La ville patchwork, parce que livrée comme ça à une espèce d'anarchie de construction, où chacun va construire son immeuble, plus ou moins réussi. Donc effectivement, on attend le prochain Haussmann ou le prochain Martenot, mais mettez-nous un petit peu de cohérence, s'il vous plaît. Alors il faut qu'un maire s'en occupe, je m'en occuperai. Et contrairement à ce que disait Madame la maire de Rennes dans les colonnes d'un des journaux locaux bien connus, c'est pas possible. Elle disait c'est pas possible. Le PLU, le plan local d'urbanisme, ne le permet pas. Mais qui vote le PLU ? Qui vote le PLU ? Les élus locaux, les élus de la commune et les élus de la métropole. Donc l'urbanisme, c'est compliqué, mais à la fois, c'est très simple. C'est des hauteurs cohérentes et relativement compatibles avec l'histoire de la ville. C'est des marges de recul, parce que quand on dit qu'on veut mettre des arbres, des vélos, des piétons, il faut bien avoir l'espace, donc il faut imposer des marges de recul, et il faut de la cohérence sur les partis pris architecturaux, éviter d'avoir un immeuble noir, un immeuble orange, un immeuble blanc et un immeuble jaune, vous voyez ? C'est très simple, finalement, les grandes lignes directrices de l'urbanisme. Après, les règles sont techniques, sont compliquées, mais cette vision, on la partage pour Rennes, et on la partage pour toutes les communes de la métropole.
On nous informe que vous êtes nombreux en tout cas à nous suivre sur le Facebook Live et on vous en remercie. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Compagnon 2020. Je reste sur cette question de l'attractivité et je vais m'appuyer sur une étude, le palmarès, le fameux palmarès des communes françaises du journal du dimanche. Alors, la dernière étude est parue au mois de janvier dernier. Et c'est vrai que face à la multiplication finalement des palmarès, on ne savait plus trop à quoi s'en tenir et surtout le journal du dimanche visiblement. Là, ils ont passé 2 ans de travail avant de révéler leur dernière étude datant de janvier dernier. Et Rennes, contrairement à bon nombre d'études, n'est pas si bien placée. Rennes est 17e ville de France sur des critères de qualité de vie, sécurité, transport, commerce, santé, éducation, sport et loisirs et la solidarité. Aujourd'hui, Rennes est 17e, je le rappelle, devant Nantes quand même. Mais que feriez-vous, Charles Compagnon, vous, en matière notamment d'attractivité et puis sur tous ces sujets, pour que Rennes gagne des places dans ce fameux classement? Alors, ce classement, il fait mal, parce que Rennais, on nous a toujours appris qu'on était les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Effectivement, dans des classements où on vote parce que le Rennais est fier, finalement, est fier de sa ville, et dans le secret des classements, il dit oui, je suis bien à Rennes. Sauf que d'un coup, quand un journal, 2 ans d'enquête, prend des critères objectifs, statistiques, là, balaboum, on est derrière plein de villes de l'Ouest, derrière Le Mans, derrière Angers. Bon, Angers était une très belle ville, d'ailleurs, mais voilà, Rennes, on ne nous avait pas habitués à ça. Et ça, c'est le résultat de 12 ans de dogmatisme, d'idéologie, on est les meilleurs, on ne se remet pas en cause. Résultat des courses, quand on ne se remet pas en cause, quand on est un sportif et qu'on ne s'entraîne pas, eh ben, on est mauvais pour le match. Et là, on est mauvais pour le match. Le constat, il est dur, mais quand on aime sa ville, on relève le défi, on se retrousse les manches et on fait un programme en cohérence avec une vision, l'attractivité, les mobilités, l'urbanisme, la sécurité. Tous ces dossiers doivent être revus pour que Rennes rayonne de nouveau dans la Bretagne et en Europe. 3 mesures phares pour y répondre. 3 mesures phares sur le rayonnement. Revoir des projets phares culturels, on en reparlera tout à l'heure. Des grands projets comme le projet Champ de Justice, qui est le projet du mémorial de la justice, avoir des grands endroits qui rayonnent, que les gens viennent voir. Le foisonnement, c'est très bien, mais au final, le foisonnement, il n'est pas lisible à l'extérieur de Rennes. Ça, c'est des projets phares, c'est vraiment primordial. En termes de sécurité, faire le vrai constat, le bon diagnostic, on en parlera peut-être tout à l'heure, afin d'avoir les bonnes mesures, on va en parler. Et puis en termes d'urbanisme, avoir une ville qui respire pour être attractive. Vous n'aimez pas critiquer Rennes, mais pourtant, dans plusieurs déclarations dans les médias, vous avez affirmé que Rennes est, selon vous, trop minérale. Alors, comment faire? Est-ce que c'est pas un petit peu violent comme constat entre ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'architecture, sur les constructions, là maintenant la minéralité? Alors, on est à l'étage esplanade du Général de Gaulle, donc voilà, juste au-dessus d'une des plus grandes places minérales de Rennes, la plus grande place minérale de Rennes. Voilà, derrière le passage qui mène à la passerelle, de nouveau minéral, avec des bancs qui sont, excusez-moi l'expression, l'été en plein cagnard, personne ne peut s'asseoir dessus, pas d'ombre, pas un arbre, pas une végétation, pas une fontaine. Quand on va Place Hoche, c'est pareil, et dans les quartiers, c'est pareil. Donc effectivement, cette ville a été construite sur le minéral, le granit. Il faut faire rentrer véritablement la nature en ville. Et là, il y a urgence. Je vais vous partager quelque chose. J'étais à Rennes, je le dis souvent, quand il a fait 40 degrés l'été dernier, au mois de juillet. Ce n'était pas insupportable, c'était invivable. Pierre Breteau, je vous voyais remonter le micro. Non, et là, c'est vraiment le candidat à la ville de Rennes qui doit s'exprimer sur sa vision de l'aménagement de Rennes. Mais quand même, j'observe qu'on est dans une période où, à juste titre, on attire notre attention, et les jeunes le font en particulier, et nous obligent à nous réinterroger d'ailleurs profondément sur les politiques locales qu'on mène en termes d'environnement. La première de ces mesures, c'est de végétaliser les villes. C'est de permettre la végétalisation de la ville, pour la qualité de vie, pour la qualité de l'air, pour aussi, comment dirais-je, les aménités positives, pardon de ce terme, voilà, l'ambiance agréable à vivre de la ville. Et donc, effectivement, Charles a raison,
et je partage cette vision, il y a une urgence à végétaliser la ville, non seulement la ville, mais aussi un certain nombre d'équipements publics, puisque tu ne l'as pas cité, je le dis, mais par exemple les cours d'école pour Bah nos oui, chères voilà, têtes blondes. comment on fait justement Alors, Charles Compagnon, belle transition. pragmatiquement, trois choses très faciles à comprendre. Un, on revégétalise toutes les cours d'école, parce que les plus fragiles, ce sont les enfants, et qu'il faut d'abord s'occuper des enfants. Et tous les experts le disent, une cour d'école végétalisée, c'est -2, -3 degrés tout de suite. La deuxième mesure, c'est de mettre en place, pardonnez-moi l'anglicisme, les tiny forests ou tiny forests, les petites forêts. C'est des concepts japonais de 200-500 mètres carrés qu'on va mettre partout comme ça, dans la ville, au bord des grands axes, au bord de la 4 voies, au bord des axes de circulation. Et ça, ce sont des véritables bombes à biodiversité, à captation de carbone. C'est urgent, je ne comprends même pas On peut en qu'il n'y en ait mettre pas où, aujourd'hui. par exemple, Eh ben, aujourd'hui c'est très simple. Vous prenez le boulevard d'Armorique. Vous avez les prairies Saint-Martin, les fameuses prairies Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on a fait, le boulevard d'Armorique, si on veut être très concret pour les gens qui nous regardent? Il surplombe quoi? Une aire de jeu pour enfants. Une ineptie sans nom. À côté du boulevard d'Armorique, il y a à la place des jeux pour enfants, de faire une tiny forest. Et moi, les enfants, ils vont jouer 50 mètres plus loin et ils seront protégés par cette tiny forest. Donc voilà concrètement, pragmatiquement, ce qu'on peut faire. Les abribus aussi. Les abribus, on va les végétaliser. C'est très simple, en plus c'est pris en charge par l'aménageur. Donc on va les végétaliser, ça crée de la fraîcheur pour les gens qui sont dessous et en même temps ça crée aussi de la biodiversité dans la ville. Donc véritablement faire rentrer la nature en ville. Et on est juste à côté de notre projet majeur en termes d'écologie, qui est la végétalisation de tout l'espace où nous nous trouvons aujourd'hui, la végétalisation de l'esplanade Générale de Gaulle, le Colombier, Boulevard de Liberté, jusqu'à Magenta. Ça va coûter cher, ça? Ça va coûter rien par rapport à ce que ça va apporter aux Rennais. Donc effectivement, ce grand projet qui est le projet phare, c'est un budget, avec l'appel à projet, on a regardé, environ 60 millions d'euros. Et une cour d'école, on est autour de 200 000 euros. Donc ce projet Nature en ville, le vert à Rennes, c'est un projet de 80 millions d'euros. Chers jeunes, chers amis qui nous regardez, si vous cherchiez une illustration pour ce que veut dire pragmatisme contre dogmatisme, vous venez d'en avoir une illustration. Voilà exactement ce qu'est l'écologie de Charles Compagnon. C'est de l'écologie du pragmatisme, mais très concrète. Charles Compagnon, vous avez parlé d'une ville apaisée. Pourtant, on va venir à un thème qui est celui de la sécurité. C'est un des grands thèmes de campagne partout en France, évidemment. C'est quoi, vous, votre politique pour que demain, Rennes soit, selon vous, une ville vraiment apaisée? Alors, en termes d'équipement, c'est déjà de se mettre au niveau des villes de notre taille, des villes de notre ambition. Donc, la première chose, l'urgence, c'est de recruter 65 policiers municipaux. En gros, c'est doubler l'effectif actuel, parce qu'aujourd'hui, on est complètement sous-équipé en policiers municipaux. Il faut que les gens le sachent, les policiers municipaux sont des vrais policiers. C'est très très important, parce que quand on discute avec les Rennais, ils ne le savent plus, qu'un policier municipal est un vrai policier. Bah après, Rennes, c'est pas Chicago non plus. Alors, Rennes, c'est pas Chicago. Non, parce que Chicago, c'est la capitale du crime aux États-Unis. Donc, heureusement que nous ne sommes pas la capitale du crime française. Mais attention, rien n'est immuable. Si on ne s'occupe pas des choses, on peut dégringoler très très vite. Et aujourd'hui, on est en train sur cette thématique de dégringoler. Les statistiques sont là. On peut encore dire, c'est pire ailleurs. Mais pour combien de temps? Donc vous avez des exemples, des gens qui vous parlent justement sur les marchés, notamment, vous avez rencontré pas mal de Rennais et de Rennaises? Sur les marchés, comme pour les mobilités et l'urbanisme, c'est le troisième thème qui vient selon le temps vraiment en priorité. Les gens nous demandent, les gens nous interpellent, et j'ai été ému. Je vois quelqu'un derrière vous qui était avec moi quand on l'a vu samedi dernier, une petite dame, je dirais qu'elle avait entre 70 et 80 ans, et qui est venu, qui a enlevé ses lunettes de soleil et qui m'a dit « Monsieur Compagnon, gagnez pour nous, pour sécuriser notre ville ». Et cette petite dame, elle avait le visage tuméfié sur la moitié du visage. Il était noir, bleu, violet. Et en fait, c'est la fameuse dame qui s'est fait arracher son sac à main, traîner à Bourg-l'Évêque sur le sol pour un sac à main. Ça, c'est pas le Rennes qu'on aime. Ça, c'est le Rennes qu'on n'aime pas. Et avec ces présences de policiers,
avec le renforcement des caméras vidéo, avec les moyens qu'on va donner et la fierté qu'on donnera à nos policiers municipaux, avec moi, ça sera fini. C'est hors de question d'avoir des jeunes filles qui mettent des tennis pour pouvoir courir, des dames qui se font agresser. Tous les jours, on nous parle de ces incivilités. Moi, j'appelle ça des véritables agressions contre les Rennaises et les Rennais. C'est un triste exemple parmi d'autres qui vous ont été rapportés. Comment ? C'est un triste exemple parmi d'autres qui vous ont été rapportés. C'est tous les jours qu'on a le neveu d'un tel qui s'est fait agresser, la fille qui a été embêtée. Moi-même, j'ai une fille qui me dit, voilà, 17 ans, on ne peut pas traverser la ville de Rennes sans être harcelé. Parce que c'est bien d'avoir des grands discours, la place de la femme, soyons concrets. La place de la femme. On a essayé de me voler mon sac aussi. Bon, bah voilà. Mais voilà, vous êtes une illustration, Jolène, de ce qui se passe à Rennes. Et quand on veut dire la place de la femme, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ben, c'est aussi la place des jeunes filles dans notre ville. Et ça, c'est important. Donc, il faut leur donner les conditions de bien vivre la ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce que vous souhaitez faire, surtout ? Armer les policiers, mettre plus de caméras de surveillance ? Quelles sont les grandes mesures, justement, pour une meilleure sécurité ? Leur donner les outils de leur mission. Donc, le premier outil qu'on va leur donner, et je leur dis ce soir, c'est la fierté d'être des policiers municipaux. Moi, maire de Rennes, je serai fier de ma police municipale. Ça, c'est une chose. Il faut un boulot formidable. La deuxième chose, c'est de doubler les effectifs, j'en ai parlé tout à l'heure. La troisième chose, c'est leur donner les outils qui correspondent au doublement des effectifs, évidemment, mais il faut le dire. En le disant, ça va mieux. Donc, les véhicules, les tablettes, tout ce qui va bien dans leur équipement. 135 caméras supplémentaires, parce qu'on est complètement sous-équipé à Rennes par rapport à toutes les villes de France. Quand on prend des villes comme Toulouse et Montpellier, qui ne sont pas particulièrement sécuritaires, eh bien, on est nettement en dessous. Donc, on revient avec ces 140-150 caméras à hauteur de ces villes-là, parce que ce sont des outils d'aide aux policiers municipaux. Il faut que les gens sachent que quand on enlève des caméras, on enlève l'assistance des policiers municipaux. Ça, c'est super important. Donc, le résultat de ça, c'est qu'on aura des policiers municipaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans tous les quartiers de la ville et plus seulement dans le centre-ville de Rennes. Je reviens justement sur ce sujet de l'armement des policiers municipaux. Vous, Pierre Breteau, dans votre commune de Saint-Grégoire, au nord de Rennes, il faut dire qu'au début, vous n'étiez pas trop pour. Et pourtant, eh bien, vos policiers sont aujourd'hui armés. Quel est le retour peut-être d'expérience ? Qu'est-ce que ça a apporté depuis l'armement de vos policiers ? Alors, rien. Ça n'a rien apporté. Parce que armer la police... Qu'est-ce que ça a empêché peut-être ? Armer la police municipale, ce n'est pas une politique en tant que telle. C'est le résultat d'une politique. Et avec Charles, on partage une chose, je crois, c'est d'être pragmatique. Alors oui, j'ai changé d'avis. Parce que quand j'ai été élu, c'était il y a 12 ans. Le contexte n'était pas tout à fait le même. Ce n'était pas le même contexte économique, ce n'était pas le même contexte social, ce n'était pas la même pression sur des agents qui portent l'uniforme, qui incarnent l'autorité, mais qui constituent aussi parfois des cibles, ou en tout cas qui peuvent être pris à partie. Et donc oui, j'ai évolué parce que le contexte a changé. Après, armer la police municipale, ce n'est pas une question dogmatique. C'est le résultat d'une politique. Et pourquoi est-ce qu'on a souhaité effectivement donner à la police municipale les moyens de se défendre ? Parce qu'on a fait évoluer ses missions. On lui a demandé de patrouiller la nuit. On lui a demandé d'effectuer un certain nombre de missions qui supposent de pouvoir se protéger. Et donc c'est le résultat en fait d'une volonté politique. Quand Charles dit « je veux mettre de la police municipale dans tous les quartiers, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 », j'ai bien lu. Hein. C'est ça. Eh bien, le résultat de cette politique-là, c'est qu'il faut donner aux policiers municipaux les moyens de se protéger, pour une raison simple, c'est que sinon ils refuseront de le faire. Et donc quand d'autres candidats nous disent « je vais mettre de la police le soir et la nuit, mais que je ne vais pas leur en donner les moyens », ça n'est juste pas vrai, parce qu'ils refuseront, et ils auront le droit de le faire. Et je voudrais ajouter, si vous permettez, Jolène, sur cette question, elle est importante. Charles a dit tout à l'heure la fierté d'être policier municipal. Un policier municipal, il fait un boulot hyper important. Il fait le boulot de la tranquillité publique, de celui qui garantit quelque part la cohésion sociale d'un territoire, en l'occurrence d'une commune. Ce n'est pas des sous-agents. Ils sont plus formés, ils sont tout autant formés que les gendarmes auxiliaires ou les policiers au port des armes. Ils ont autant d'évaluations psychologiques et médicales. Ils doivent chaque année passer une série d'examens pour s'assurer qu'ils sont
aptes à exercer ces missions. Ils exercent une vraie mission de police qui est complémentaire de la police nationale. On peut regretter qu'il y ait moins de police nationale, ça c'est possible. N'empêche que s'il n'y a pas de police municipale à Rennes et dans les communes, il nous restera simplement 2 bacs la nuit, le week-end. Et ça, c'est pas acceptable pour la sécurité des Rennais et des métropolitains. Il faudrait peut-être que les équipes aussi travaillent plus ensemble. Alors C'est elles ça un peu le travaillent, message elles travaillent déjà ensemble, mais il faudra revoir la convention qui lie la police municipale et la police nationale pour renforcer effectivement ce travail commun avec les deux forces. Mais est-ce que la sécurité, Charles Compagnon, aujourd'hui, c'est pas un peu l'affaire de tous, finalement? Dans les histoires que vous avez pu nous raconter tout à l'heure, on a l'impression aussi, au quotidien, finalement, peut-être que les gens sont de plus en plus égoïstes. Ça, c'est aussi un jugement, je pense, personnel, mais finalement, on est un peu tous, chacun pour soi, dans notre bulle. Est-ce qu'on ne devrait pas tous, finalement, œuvrer pour un meilleur vivre ensemble, les uns avec les autres? Il n'y a pas mieux à faire tous ensemble, finalement? Mais je crois, encore une fois, c'est dogmatique, c'est des messages qui sont martelés à Rennes. Si vous appelez la police, vous êtes un délateur. Si vous surveillez la porte de votre voisin, elle est ouverte, tiens, je m'en mêle, vous êtes un délateur. Non, vous êtes un lanceur d'alerte. La police, elle n'est pas tout le temps là. Et voilà, vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes un citoyen, vous êtes une solidarité citoyenne. Effectivement, moi, ça m'est arrivé place d'Hélice, à titre personnel, de me faire agresser et de regarder les gens qui partent, qui appellent même pas la police. Bon, mais forcément, parce qu'on leur a appris qu'il fallait pas le faire. Donc aujourd'hui, il faut inclure les citoyens. Il faut leur dire, voilà, notre ville, on va s'en occuper nous. On va s'en occuper nous. Et effectivement, dans les dispositifs, on mettra le dispositif voisin vigilant qui est déjà dans d'autres villes. Je crois que c'est Heureux, il y a. Et quand on a fait le porte-à-porte avec les équipes, on a vu, je me rappelle notamment au Blône, qu'il y a beaucoup d'étiquettes, voilà, voisin vigilant, dans pas mal de petites maisons, dans les jolies allées. Ils sont déjà dans ce dispositif là. Donc on va l'étendre pour que, effectivement, la tranquillité soit l'affaire de tous. Allez, juste 2 points pour terminer. Charles Compagnon, on l'a un peu évoqué au début de ce e-meeting, ce premier e-meeting à Rennes d'ailleurs. Votre parti, vous le dites, mon parti, c'est Rennes. Finalement, vous savez que les gens aiment aussi mettre les gens dans des cases, qu'il y ait des étiquettes. Aujourd'hui, pourquoi ce slogan, ce parti pris? C'est dramatiquement naïf. C'est tout simplement parce que ce qui m'a fait m'engager, c'est Rennes. Et que, effectivement, j'ai mis ce hashtag, mon parti c'est Rennes, parce que c'est le seul engagement qui m'intéresse. C'est le seul engagement qui me fait lever le matin. C'est ma ville de Rennes. Donc, mon parti, celui auquel j'adhère, celui que je défendrai bec et ongle, c'est Rennes. Donc, effectivement, mon parti, c'est Rennes. Malgré tout, vous savez, voilà, j'insiste un peu sur le côté étiquette. Je le vois, je le constate. Si vous menez ce projet communément, c'est qu'on peut quand même dire que votre sensibilité est plutôt centre-droit? Alors, une fois que j'ai dit mon parti c'est Rennes, avec moi, qui m'accompagne dans cette belle équipe qui a été tout à l'heure commentée par Bruno Chavana, et je le remercie, effectivement, il y a le parti breton qui nous a rejoint, Thierry Salin. Il y a les Républicains, il y a le MoDem, et il y a cette immense majorité aussi de société civile. Dorothée Roux le rappelait tout à l'heure, il y a 66% de personnes qui ne sont pas encartées dans un parti. Je ne dis pas, attention, ne nous méprenons pas, je ne dis pas que les partis, c'est pas bien. Je dis que pour cette élection, dans cette démarche qui est la mienne, dans la vision qui est la mienne, effectivement, mon parti, c'est Rennes. Et Pierre Breteau, finalement, cette association, même sans étiquette de la part de Charles Compagnon, s'est faite naturellement. Elle s'est faite naturellement parce que la candidature à une mairie pour être maire, il faut avoir 3 qualités. La première, c'est d'aimer sa ville. Je crois que c'est assez largement démontré ce soir. La deuxième, c'est d'avoir une vision pour la ville. Mais il y a une 3e qualité extrêmement forte pour un maire. Extrêmement forte. Parce que c'est son job au quotidien. C'est de savoir rassembler. C'est de savoir unifier. C'est de savoir créer de la cohérence. Et quand je vois, et j'admire
et j'admire, avec quelle intelligence Charles a réussi à rassembler autour de lui, à fédérer des gens qui n'ont pas forcément la même idée sur l'Europe, les mêmes idées, y compris sur les affaires gouvernementales, mais à rassembler autour d'une vision pour Rennes et de créer une unité autour de cette vision et de l'incarner. Eh bien, je me dis, Charles Compagnon a toutes les qualités pour être maire parce qu'il sait rassembler. On ne peut pas tout évoquer ce soir, et encore merci à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux en raison de cette épidémie qui nous touche tous et qui perturbe un petit peu certaines opérations, qui ne nous touchent pas tous, heureusement, pas encore, du moins croisons tous les doigts, touchons du bois, protégeons-nous et prenons toutes les précautions. Mais il y a une question en tout cas qui taraude souvent les gens, et je pense qu'elle vous est souvent posée quand même sur les marchés. On a parlé des budgets. Est-ce que les impôts vont augmenter, vont rester les mêmes ? Alors, tout le programme a été construit avec l'équipe finance, avec l'équipe métropolitaine, d'opposition métropolitaine aujourd'hui. Et effectivement, ce projet est finançable sans augmentation d'impôts. Mais avec une bonne gestion, parce qu'on pense effectivement qu'à la ville de Rennes, mais surtout à la métropole, il y a de vraies marges de manœuvre à dégager qui nous permettront de financer ce programme. Voilà, donc il y a la volonté de faire preuve d'innovation dans les modes de financement et beaucoup de rigueur dans la gestion.